Moi, je préfère 1000 fois qu'il y ait des fachos qui m'écoutent plutôt qu'il y ait des fachos qui prennent le pouvoir. Même sociologiquement, je vois pas pourquoi je représenterais cette culture plus que quelqu'un d'autre. Il y a peut-être certaines relations qui s'abîment parce que je préfère rester sur ma MPC ou faire mes maquettes. Processus. Salut, je suis Sandra Gomez, chef de la rubrique musique chez Combini. Vous écoutez le pilote de Processus, votre nouveau podcast musique qui révèle les rouages qui ont amené les artistes invités jusqu'à moi. Au sommaire de cet épisode, on va retracer les débuts dans la musique de mon invité, le moment charnière de sa carrière, à quoi ressemble le quotidien d'un artiste, ses inspirations et quelques surprises au milieu. L'artiste que je reçois aujourd'hui est un rappeur fraîchement débarqué dans le jeu, mais qui a déjà sa page Wikipédia qui précise son bord politique, et un album commun avec un gros nom du rap français. Salut Okis, comment ça va ? Bah ça va bien et toi ? Ça va au top, merci d'être là. Est-ce que t'es prêt à revenir sur tout le processus qui t'a amené jusqu'ici ? Je suis prêt à me dévoiler sans toi. Et on commence avec ça. Je connais. Je fais pas d'efforts comme Touzard à la relance. J'ai plus d'un once à revendre, j'ai plus d'un ton qu'à mon arc-en-ciel. Pourquoi sortir, y'a du monde dans le bâtiment. Je planche, y'a des gars qui mentent cher, de calure à grand. Je planche, j'ai R à faire, travaille des petites miches sur une planche immense. Le morceau qu'on vient d'écouter, c'est Pas d'effort qui est sorti en janvier 2022 et c'est ce qui apparaît comme ton premier son posté sur les plateformes. Est-ce que c'est bien le cas ? Ouais, c'est le tout premier, c'est le premier EP que je sors. Quand tu sors ce titre, du coup, ça fait combien de temps que tu fais de la musique ? Alors que je fais de la musique, c'est une question un peu plus large parce qu'en fait, quand j'étais tout petit, on va direct partir sur l'enfance, mais c'est ça vrai que je veux. Quand j'étais tout petit, moi j'ai voulu faire la musique super tôt. À 3 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais faire un instrument parce qu'en fait, elle avait une pote qui avait un petit accordéon pour enfants. Et moi, quand j'allais chez sa pote, Evelyne, Evelyne, c'était là. Et j'avais une voisine qui s'appelait Evelyne aussi. Ouais, c'est ça, c'était une ancienne voisine de ma mère, on allait souvent la voir, tout ça. Et quand je rentrais, je disais bonjour Evelyne. Et j'allais à un petit accordéon comme ça. Mais j'avais vraiment 3 ans. Okay. Et j'aimais trop ça. Donc j'ai dit à ma mère, je vais faire un instrument. Et sauf qu'à 3 ans, c'est pas possible. Du coup, elle m'a emmené à l'éveil musical de Calure et Cuir. On tapait dans les mains en rythme. Et c'est là que j'ai commencé à faire la musique finalement. Donc c'était tôt. Ok. Et du coup, c'est toi, les références musicales à la maison, est-ce que t'as grandi dans un environnement qui était quand même propice à cette carrière-là que tu vas avoir après ou pas ? Ma mère, elle écoutait des CD, mais on va pas dire que c'est pas des musiciens. Ouais. Ça écoutait quoi quand même à la maison ? Ma mère, elle aime bien des trucs genre Toto. Moi, je me souviens qu'un des premiers trucs que je me suis approprié dans ce qu'elle écoutait, c'était Elton John. Ok. Le morceau, alors il y avait un morceau qui s'appelait Crocodile Rock, ouais. Que j'aimais bien, qui faisait non, 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 non. Et j'aimais bien la mélodie, je la chantonnais comme ça. Et mon morceau préféré, c'était une reprise de Lucy in the Sky with Diamonds, des Beatles. Du coup, mon tout premier CD qu'elle m'a offert, c'était Sgt Pepper, l'album des Beatles où il y a le son en question, pour qu'elle me dise, en fait, c'est pas Elton John, c'était ça. Ok. Et au moment où du coup tu sors ce morceau, c'est sur l'EP qui s'appelle OK. À ce moment-là, est-ce que tu as une vision sur où tu veux aller avec la musique ? C'est quoi l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu postes justement ce premier EP ? C'est plus un aboutissement, c'est-à-dire que pour moi, l'EP en lui-même, c'est le fait d'avoir un disque, quelque part dans l'histoire de la musique, tout ça, c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire que j'avais pas d'ambition, comme je le dis souvent. Donc quand je sors cet EP, c'est une fin en soi. C'est-à-dire que moi, je suis content d'avoir fini le processus qui m'a amené à sortir un son sur les plateformes. C'est une fin d'un cycle où j'ai eu une carte son que m'ont offert mes potes. Ouais. J'ai appris à m'enregistrer tout seul. C'est le moment où je considère que j'arrive à faire des sons que j'aime bien. Ok. Et je les sors, mais après, c'est dur parce qu'il n'y a pas vraiment de latence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, en 2 jours, toi, tu m'avais envoyé un message, Plavas m'avait soutenu, en 3 jours, Many Days, il me contactait. Donc, j'ai pas eu vraiment le moment où je me posais la question où est-ce que je veux aller ? Parce qu'en fait, je voulais aller nulle part et qu'en 3 jours, je me suis dit, je veux être rappeur. En fait, ça allait super vite, mais c'est pas le projet en soi, c'est plus la réaction qui l'a déclenché. Ouais, t'as même pas eu le temps de te dire, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je continue ou pas ? T'as été un petit peu poussé par les gens aussi ? Ouais, en fait, j'ai eu trop de chance. C'est-à-dire que moi, j'avais
voilà, j'avais pas prévu de faire des efforts. Enfin, faut se dire qu'à 10 jours de la sortie, j'avais pas, enfin, ma cover, c'était une photo du nouvel an. Genre, j'étais flou, j'avais du noir sur les dents à cause du vin rouge. Genre, Il y avait pas de de vrai plan, cover. quoi. Et puis, je me Ok. suis dit, ah, tiens, je vais demander à Léonard, qui est un poteau avec qui j'étais au lycée, qui prenait toujours des photos dans le quartier. Ah, bah, tiens, je vais lui demander de faire une photo, ça peut être peut-être plus stylé. Au final, je la trouve trop cool et tout. Mais genre, ouais, j'ai demandé vite fait à mon pote William de faire les EQ. Si j'avais su qu'il y avait ne serait-ce que 200 personnes qui allaient l'écouter, je me serais beaucoup plus cassé la tête sur le mix, sur le master, tout ça. Là, j'ai fait les trucs moi-même, j'avais jamais fait. Et donc, t'as un peu de mal à réécouter aujourd'hui? En fait, non, parce qu'il y a il y a la petite charge où des fois je me dis quand même, c'est quand même pas mal par rapport à ce que j'ai fait. Enfin, d'où ça sonne quand même aussi bien alors que j'avais aucun skill en mix et tout. Mais il y a une fois, on était chez un rappeur que je kiffe, qui a un peu une vibe ingé son, tout ça. Ok. Et Mani lui fait écouter Pas d'effort. On était dans un studio, mais avec des enceintes de ouf et tout. J'étais là, genre, franchement, on a fait un album, Mani. Pourquoi tu lui dis d'écouter Pas d'effort? J'entendais tous les défauts du truc. Donc... Mais bon, ça fait le charme. Je me dis que s'il y avait 0 défaut, peut-être que ça aurait pas marché. Des fois, c'est la vie. Justement, tu parlais de Mani. Maintenant, je vais te parler, moi, de ce que je considère comme étant un moment charnière dans ta carrière. Et j'aimerais bien que tu me dises, toi, ton point de vue par rapport à ça. Si tu considères que c'est un moment déterminant aussi selon toi, et si, au contraire, il y en a d'autres qui sont plus déterminants. Pour ça, on va écouter un autre extrait. Vraiment rien à battre, être un phénomène. Je fais taffer maman, mais je suis paresseux. Je compte pas rester là pour réparer ce truc. Il fait tard, il fait noir, elle s'était vêtue, mais je veux pas rester là. Entre ce terrain et ce là, je veux m'étaler deux. Je vois mon regret faire des loopings. Je vois mon refrain faire des carrés de thunes. Et je me vois rester là. Certes nous on fume et c'est arrêté. Cherche pas la réponse à part dans 3, 4, 5 boys simples. Posé à l'arrêt de bus, t'as le corps, t'as le cul, t'as l'école, t'as l'équipe. T'as bien le taco, c'est le cuir. L'été tank, tacos, quotidien de cassos. Ta mère t'a coupé les vivres. J'ai choisi du coup de te parler de ce morceau parce que, selon moi, avant de le sortir, t'es un jeune rappeur qu'on n'identifie pas tellement en fait. Et qui, effectivement, tu le disais tout à l'heure, suscite de l'intérêt auprès des fans hardcore de boom bap et des fans de l'Olympique Lyonnais sur Twitter, mais tu restes dans quelque chose d'assez restreint en termes d'audience. Et avec ce morceau-là, t'arrives avec une collaboration avec un nom important du patrimoine du rap français qui est Many Days, t'en parlais tout à l'heure. Et c'est un morceau qui est également radicalement différent de ce que t'as pu sortir auparavant. Déjà, dans le thème, tu parles d'amour. C'est pour la première fois que tu le fais aussi franchement. Et c'est un morceau qui a beaucoup d'élégance aussi par rapport à OK, qui était beaucoup plus brut, beaucoup plus terrien. Là, tu arrives avec quelque chose une atmosphère beaucoup plus sophistiquée. Et j'ai l'impression que c'est ce moment-là où on va te prendre un peu plus au sérieux. Ouais, il y a pas mal de choses qui se jouent. Bah déjà, effectivement, Many Days, c'est assez surprenant. Moi, je m'étais fait à l'idée parce qu'on avait fait l'album depuis quand même. Mais forcément, moi je me posais la question comment les gens vont réagir quand ils vont voir que je fais déjà des morceaux avec Mani, etc. Et je pense que c'est marrant, il y a un step qui est passé, ne serait-ce que par la qualité de la prod, parce qu'avant c'était des licences de prod achetées sur YouTube. Ouais. Là, c'est la première fois que je me construisais un univers musical. Je dis souvent aux gens, Rêve d'un rouillard, c'est vraiment le début de ma musique. C'est-à-dire qu'avant, je rappe sur des prods d'internet. Là, je suis réuni avec quelqu'un et puis je décide de quel drum utiliser, de quel sample on va choisir, comment on va le pitcher. Enfin, ouais, tu composes vraiment avec quelqu'un. Ouais, c'est Mani qui compose, mais moi je suis derrière, je le saoule, tu vois. Comment donc, ça se fait justement pour introduire un petit peu Many Days comment la connexion elle se fait, vous deux? Eh ben lui, du coup, il m'envoie un message au bout de 3 jours sur Twitter. Il me dit chaud l'EP, le premier EP que j'avais sorti, quoi. Je devais être vraiment à 250 écoutes. Et il me dit, au bout de 30 minutes, si tu veux, je te produis. Moi, c'était un truc de dingue parce que c'était un des mecs sur lequel j'avais plus écrit. Et puis un gars que j'ai beaucoup écouté, au-delà de ce qu'il représente aussi dans l'underground français. Ouais. Et puis au bout de 6 mois, on s'est vu. Mais ce qui est marrant avec ce morceau-là que tu m'as montré, c'est que il m'a envoyé des premières prods un peu à distance pour voir ce que ça donne. Et moi, la première fois qu'il m'envoie une prod, je lui renvoie directement ce que je pensais être mon meilleur texte, pour être sûr qu'il s'était pas trompé de numéro, entre guillemets. Je lui envoie mon meilleur son. Sur la prod, c'était le texte de Textile qui existait. Incroyable. Donc bien avant OK, en fait, c'est un truc il y a quelques années. Trop bien. Et du coup, je lui envoie le texte de Textile. C'était pas sur cette prod, on a fini par reprod quasiment tout ce qu'on a fait avant. Et du coup, je lui envoie ça en mode, et puis il a kiffé. Et il a pris la cape de Textile, elle a créé la prod du morceau qui est devenu J'arrive. Et du coup, c'est marrant que ce soit aussi le premier son qui est sorti, parce que c'est le premier texte que je lui ai envoyé. Et après, on s'est vu chez lui, et puis la magie a opéré, c'est-à-dire que
ça allait très vite, on a composé ensemble. Ouais. Moi, j'avais quasiment tout écrit, mais... Ok. Et toi, est-ce que tu vois un autre moment qui est un peu déterminant comme ça, comme ce morceau textile dans ta carrière? Ça peut être un concert, une rencontre. Est-ce qu'il y a quelque chose où tu sens que tu as passé un cap? On parlait de Many Days, qui est du coup, pour ceux qui ne le savent pas, un compositeur, un beatmaker français qui est actif depuis une vingtaine d'années, je crois. C'est ça, hein. Ouais. Il me semble qu'il commence le son en 98, selon ce qu'il raconte dans son album solo. Donc ça fait un moment. C'est quand je suis né. Quand t'es né, tout simplement. Donc ouais, c'est un peu une légende de l'underground français, qui a peut-être pas un nom avec une rayonnance aussi forte que d'autres noms qu'on entend beaucoup, mais qui est très important pour une poignée de rappeurs français qui l'a accompagné et qui a sorti de nombreux projets, quelques projets solo aussi. Donc voilà, quelqu'un d'important. Là, je te parlais justement de ce morceau-là qui a été pour moi déterminant. Est-ce que toi, il y a un autre moment dans ta carrière que tu trouves déterminant? Du coup, franchement, cette rencontre avec Many, elle est tellement importante que j'arrive pas à trouver quelque chose qui équivaut. Ouais. Après, je dirais que vis-à-vis des gens, l'autre truc que Prod Many Days qui a vraiment étonné, c'est sûrement l'annonce de la tracklist de Rêve d'un rouilleur avec Limsa dessus. Ouais, Limsa dans le nez du coup. Pareil, ça a fait le même effet, c'est-à-dire les gens ils me disent mais quoi? Ok. Et je pense que ça vis-à-vis des gens, entre guillemets, ils se sont dit ah mais ça change de dimension, alors qu'en fait non, on a fait juste un autre album, quoi. Mais c'est intéressant parce que justement c'est ces petites choses qui toi te semblent anodines, où t'as l'impression que c'est pas vraiment du tout le truc le plus important que t'es en train de faire dans ta carrière, tu vois, qui parfois va aider le public à te mettre dans une catégorie un peu supérieure par rapport à ce que t'étais avant, tu vois, alors que tu fais exactement la même musique. Après, je vais pas mentir, c'est pas réellement anodin, c'est-à-dire que même pour moi, Many c'est gigantesque, Limsa c'était gigantesque, Cassius Belli, qui est une légende à Lyon, c'est des choses qui symboliquement m'importent aussi beaucoup à moi, c'est-à-dire que je m'en rends plus compte au bout d'un moment, mais au début, j'ai la même réaction qu'eux. Ouais. C'est de me dire, mais non. Comment ça se fait d'ailleurs la connexion avec Limsa? Limsa, du coup, il est déjà connecté musicalement avec Many Days, qui a fait les prods de 4 décembre, de Starting Block notamment. C'est peut-être ses plus grands titres, on peut le dire. Simplement, pour moi aussi, ça fait partie de ses meilleurs sons. Il y a Comme la Lune que je kiffe aussi. Ouais. Il me semble que c'est D.I. Donc la connexion, elle se fait via... Non, c'est Jean Jass en fait, comme Jean Jass, à la prod. Okay. Mais bon, pour moi aussi, c'est le top 3 en fait, des sons de Limsa. Donc la connexion, elle s'est fait comme ça. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est lui, il m'a dit bon, pour l'album, tu verrais qui en feat, tout ça. Ouais. Si tu devais rêver, hein, quoi, n'importe qui, quoi. Je lui envoie 15 rappeurs, je vais pas faire la liste, mais en gros, mes rappeurs préférés, quoi. Okay. Et il me dit non, si tu dois en garder qu'un. Et je lui dis Limsa Dolné. Ok. Et il m'a dit c'est marrant, moi je pensais à lui aussi. Trop et bien. Vu que je le connais, je vais lui demander tout simplement. C'est comme ça que ça s'est fait. Ça s'est fait aussi facilement que ça? Ouais, après il a écouté, il a kiffé visiblement. Sinon il aurait dit non, j'espère. On en reparlera peut-être après de ce morceau-là. Je t'ai dit dans l'intro que dans Processus, il y avait des petites surprises. Et on a une messagerie et il y a quelqu'un qui voulait te laisser un message. Je t'invite à le découvrir. Mais non. Ça vaut quoi? J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ta découverte du beatmaking depuis l'achat de ta MPC One. Savoir c'est quoi ton rapport à ça. Vas-y, bim. Ça me fait plaisir ça. Alors, Many qui nous révèle tes débuts dans le beatmaking. Ouais. En fait, Many, du coup, la première fois que je vais chez lui, je le vois travailler sur sa machine. Ouais. Il touche pas, tu vois. Ok. La deuxième fois, des fois, il fait des siestes. Je commence à toucher un peu les boutons. Et puis une fois, au moment de la sortie de Rêve d'un rouilleur, on avait une date en Suisse, à une semaine d'une date à Lyon. Donc il est venu une semaine à la maison. Ouais. Et là, je lui ai juste pas laissé sa machine, quoi. Ok. J'ai juste, j'étais sur la MPC One et je faisais des prods. En fait, c'est trop addictif de sampler. Ok. Du coup, janvier dernier, je me suis acheté une MPC One et je fais ça tout le temps. Genre, c'est une obsession. Je fais ça plus qu'écrire et rapper. Là, en ce moment, c'est ça que tu fais le plus? Ouais. Et c'est un truc que t'as vraiment envie de prendre au sérieux pour ta musique, composer pour toi? J'ai envie de le prendre de la même manière, c'est-à-dire que quand je serai content vraiment de ce que je fais en mode ça, même moi je trouverais que c'est une bonne prod et pas parce que c'est moi. Ok.
là, je commencerai à les sortir. Ok, c'est fou. C'est fou. Peut-être que tu auras plus besoin de Mani bientôt. Ouais, j'ai quand même vachement besoin de Mani. En vrai, son téléphone, il sonne, je lui pose des questions, je lui envoie toutes mes proches, je lui demande des conseils. Et voilà, j'essaie de progresser, mais c'est trop kiffant. Ouais, et t'aimerais... Il y a déjà des artistes que tu as en tête que t'aimerais composer pour eux? Franchement, ça dépend de la prod. Là, l'autre jour, j'ai fait une prod. J'ai pas encore osé lui envoyer, mais je pensais à Eloquence dessus, par exemple. Ok. Mais en vrai, il n'y a pas... Non, c'est à la prod un peu. Il Ok. y a des prods qui t'inspirent des rappeurs. Ça me fait pareil avec les feats. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Souvent, c'est genre, putain, cette prod, je verrais trop lui. Vas-y, je l'appelle. Bah, on va suivre tes débuts dans le beatmaking. J'étais pas au courant de cette Ça pourrait mettre des années avant que je sois vraiment content de ce que je fais. Est-ce que tu vas produire sous ton vrai nom? Tu vas trouver un alias? Tu vas faire comment? Non, je pense produire sous le nom Okis. Très bien, on va suivre ça. Pour revenir au rap pur et dur, est-ce que tu as une routine de création quand tu dois faire de la musique? Bah, il y a rarement des moments où je dois faire de la musique, fort heureusement. Okay. C'est-à-dire que je me sens rarement obligé. Ouais. Ma routine, en vrai, c'est malgré tout d'en faire, parce que c'est ma passion. Donc, comme je te disais, ma routine, en ce moment, c'est plus le beatmaking. Je me lève, je fonce vers ma MPC, et puis ça peut durer des heures. Quand je veux écrire, principalement, il faut que je sois en déplacement. Ok. Enfin, en mouvement. Ouais. Que ça soit dans un bus, un train ou à pied. Ok. Chez toi, même chez moi, si vraiment je peux écrire chez moi, je fais les 100 pas naturellement, tu vois. Ok. Ça fait partie de ma routine. Après, non, j'essaie un peu de varier les manières d'écrire. Justement, la rencontre d'Eloquence, ça a été un moment super important. Ça, je peux en parler comme d'un moment important, vraiment. Ok. Eloquence, qui est aussi un nom important dans le rap français, qu'on a connu dans les années 90 avec des très gros succès, qui a été un peu plus discret ensuite, qui a été notamment auteur pour d'autres artistes, dont Tony Parker, on peut le dire. Par exemple, qui est dans la BO de Taxi, un gros rappeur du 91. Très gros rappeur du 91. Qui rappe depuis encore 97, lui, pour le coup. Voilà. Et qui a sorti ces dernières années, qui revient au rap et à une forme plus, on va dire, originelle, celle qu'on lui connaît à ses débuts en tout cas, et qui a reçu des très bons succès critiques. Donc tu collabores avec lui dernièrement sur un feat. Comment ça se fait, ça aussi? Bah alors, ça s'est fait en plusieurs temps. Lui, il avait kiffé la prod de Textile. Il en avait... En fait, la première chose, c'est que quand j'ai rencontré Mani, il m'a dit « T'écoutes quoi en ce moment ?» Je lui ai direct mis Maison Suave. C'est le premier truc que j'ai fait écouter à Mani, pour lui dire ce que je kiffais écouter en ce moment. Ça venait de sortir, tu vois. Et puis, ce qui est marrant, c'est que sans aucun lien avec ça, Eloquence, il a mis un tweet en mode prod de l'année pour la prod de Textile quand elle est sortie. Ah oui, ok. Et Mani qui kiffe aussi Eloquence, qui s'était pris Maison Suave du contretemps, même s'il connaissait depuis bien plus longtemps. Excuse-moi. Du coup, Mani, ça lui plaisait aussi de travailler avec Eloquence. Okay. Une fois, on devait faire une session avec un autre rappeur qui se trompait de semaine et qui le midi, t'étais là. Oui, ouais. Le midi, il me dit je peux pas venir, je me suis trompé de semaine. On donnera pas son nom parce qu'on va en parler autrement un autre jour. Mais on l'aime. Et du coup, on dit on a une session libre, qu'est-ce qu'on peut appeler? On a direct pensé à Eloquence. Okay. Et en fait, c'est un moment qui m'a marqué parce qu'il a une mentale super intéressante. Vraiment, il m'a pas mal conseillé. Depuis, on s'est revu quelques fois, il me conseille. On s'entend bien musicalement et surtout, il a un rapport à la spontanéité dans la création, dans l'écriture, qui est super intéressant. Moi, j'avais tendance à beaucoup peaufiner, laisser peu d'espace, etc. Lui, c'est l'inverse, il écrit avec sa tête. Ouais. Donc, j'écris, en fait, il fait comme ça. Et il a écrit. Ok. Et après, il va dans la cabine et il pose un 16 bars impressionnant, super philosophique, tout ça. Du coup... Ça t'a aidé aussi, toi, à revoir un peu ton processus? Ce jour-là, j'ai pas écrit dans ma tête, mais j'écrivais tout ce qui me passait par la tête et ça a fait mon couplet, tu vois. Ok, d'accord. Et du coup, j'essaie de varier un peu. Des fois, j'étais avec un G-Man qui est un peu next-gen, qui écrit pas mal en studio. Donc j'étais là, vas-y, j'écrivais pareil en studio. J'essaie toujours de me donner des nouvelles manières d'écrire pour voir ce que ça donne, tu vois. Ok. Et justement, tout à l'heure, tu disais que t'es jamais vraiment contraint à
à créer, t'as pas vraiment besoin de routine. Ça va aussi avec un autre aspect, c'est celui d'être artiste, c'est aussi de considérer ce qu'on fait comme un métier. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as l'impression que ce que tu fais, c'est un métier ? En fait, j'ai décidé de me mettre un peu dans la mentale, c'est un métier. Ouais. C'est-à-dire d'essayer d'être actif, parce que je veux pas de regrets. Okay. Je veux pas me dire, bon, j'ai laissé couler le truc et maintenant je retrouve dans des tafs où je me fatigue pour des patrons et tout, machin. Là, j'ai la chance d'être intermittent du spectacle depuis un mois. Ouais. Ça va pas durer éternellement. Mm-hmm. Donc j'en profite pour faire comme si c'était un taf, tu vois. Ok. Après, ça pour moi, ça veut pas dire s'obliger à écrire. C'est juste s'obliger à faire des choses, tu vois. Liées à la musique, à se structurer, à essayer de tourner. Ouais. Tu vois. C'est essayer de profiter. Ok. Ouais. Capitaliser, c'est peut-être pas le bon mot, mais aller au bout de tout ce que tu peux faire là actuellement par rapport aussi, tu t'en parlais tout à l'heure, aux chances que tu as dans une très jeune carrière d'avoir un peu un très bel entourage musical déjà, des gens qui sont intéressés par ce que tu fais, etc. Donc... Ouais, et il y a un monde où je me sentirais obligé d'écrire, je pense, si j'avais pas, entre guillemets, la productivité qui me permet d'avoir de l'avance sur mes sorties de projet. Ok, d'accord. C'est-à-dire que quand j'ai sorti Rappeur de Lyon, j'avais déjà commencé à faire Rêve d'un rouilleur. Même on avait une grosse partie de Rêve d'un rouilleur, qui est Rappeur de Lyon, mon deuxième EP. Là, quand la suite va sortir, je serai déjà sur le truc d'après. Ouais, t'as toujours pas mal d'avance quand même sur ce qui sort. Peut-être que si j'avais sorti mon dernier projet, que j'avais même pas un son sous la main, ça me foutrait un stress et que je me sentirais obligé d'écrire. Mais je suis pas sûr que ça marcherait d'ailleurs. Ok. Ouais, c'était pas trop sur la demande en général. Ouais. Et est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi tu faisais de la musique? Pour qui? Est-ce que tu t'es déjà senti porter un peu d'une sorte de mission ou pas du tout? C'est quelque chose de très personnel. Bah justement, je me suis déjà posé la question, mais c'est vrai que je suis arrivé à la réponse que je le faisais pour moi. Ok. Je me suis toujours dit ça avec la musique. Après, moi, forcément, maintenant qu'il y a un public, j'ai envie de penser un peu autrement, mais je pense qu'il faut pas. Si le public il est venu et il kiffe, alors que moi je le faisais juste pour moi, c'est qu'il faut que je continue à le faire pour moi et essayer, entre guillemets, de faire abstraction du fait qu'il y a des centaines de milliers de personnes derrière mon épaule qui vont peut-être écouter ce que je fais, quoi. Et même si tu es au tout début de ce que tu fais, même si tu as l'impression de le vivre pour toi, tes sorties, elles sont quand même commentées. On voit quand même ce que les gens pensent de ce qu'on fait. C'est quoi ton rapport à la critique, justement ? Bah, je me sens épargné. Pour être honnête, j'ai l'impression qu'en 2 ans et demi, là, il y a un mec sur Twitter qui a fait une vanne, et c'était une vanne, tu vois. Ok, c'était quoi ? C'était le Hugo TSR asthmatique, au Kiss Personne t'écoute à Lyon. C'était trop drôle. À l'époque, je travaillais en tant que surveillant d'une vie scolaire. Ça l'avait mis en fond d'écran, ça l'avait imprimé et tout. Tous les matins, je me levais, il y avait marqué au Kiss Personne t'écoute à Lyon, t'es la version asthmatique du Hugo TSR et tout. Donc, ça m'avait fait rire, tu vois. Mais il était premier degré ou pas, tu penses qu'il était vraiment haineux? Parce qu'il avait fait d'autres tweets sur moi, genre, je sais pas, j'étais une de ses cibles avec Rof. Il avait 3 cibles, c'était Rof, moi et les Juifs. Ok. Voilà. Bon, donc, pas très équilibré, j'ai l'impression, le garçon. Je pense que le gars, il était un peu, tu vois, ça me blessait pas trop, tu vois. Mais on peut saluer l'image. Le Hugo TSR asthmatique, je sais pas. Ouais, c'est un peu de poésie là-dedans. Ça me fait rire en vrai. Ouais. C'est une bonne description en vrai. Regarde-moi là. Il a pas complètement tort. Ouais, c'est ça, il a pas complètement tort. Mais à part ça, non, j'ai un rapport à la critique qui est genre, putain, c'est dingue la force que les gens t'envoient. Par exemple, moi c'est vraiment, c'est pas la critique négative, quoi. C'est genre, mon rapport, ça a été de me dire, c'est énorme. Moi, j'ai été touché, mais énormément touché par plein d'artistes. Je leur ai jamais envoyé un message. Il doit y avoir un mec sur 100 qui est touché, qui envoie un message. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, je reçois plein de messages. Donc à chaque fois, je me dis, mais c'est dingue. Ça veut dire que je touche vraiment des gens. Et comme dit Mani, on se rend jamais compte à quel point notre musique est le voyage. En vrai. C'est vrai. C'est vrai, et surtout, oui, la plupart des gens commentent quand c'est négatif et prennent pas justement ce temps-là quand c'est pour délivrer du positif. Mais moi, j'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses toi, qu'il y a justement toute cette bienveillance jusqu'au moment où tu passes quand même un certain step en termes d'audience, tu vois. J'ai l'impression que les gens sont quand même très bienveillants par rapport à une scène émergente, mais à partir du moment où, je sais pas, t'auras ton plus gros succès, tu vas avoir un truc qui va énormément tourner, je sais pas si tu redoutes un peu ce moment-là où justement on va retourner un peu sa veste et dire ok, c'est surcoté. Un petit peu, je le redoute parce que je l'ai pas vécu. Je pars quand même du principe que je vais le supporter, que je vais réussir à faire la part des choses. Mais en vrai, est-ce que je suis prêt à être insulté de partout quand je vais sur Internet ? Je sais pas. Je pense que ça va pas me faire arrêter la musique, c'est sûr. Que j'ai assez de confiance en moi
et puis assez de retours positifs de gens que j'estime artistiquement pour me dire je dois pas non plus faire n'importe quoi. Après, forcément, vu que je l'ai pas vécu, je peux pas dire comment je vais réagir. Je pense que j'ai l'impression que personne ne prend du plaisir à être insulté. Insulté, c'est sûr, mais même, tu vois, la place de la critique aujourd'hui, c'est quand même une question dans la musique, et j'ai l'impression spécifiquement dans le rap aussi, tu vois. On a de plus en plus de mal à... Les artistes ont du mal à accueillir la critique, peut-être parce qu'elle n'existe pas assez, justement, mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est pour ça que je voulais te poser la question par rapport à ces retours-là qui peuvent être faits. Ce qui fait la diff, c'est s'il y a analyse. C'est-à-dire que moi, j'aime bien qu'on analyse la musique, les paroles, tout ça. Plus que juste qu'on félicite, qu'on dit c'est top et tout. J'aime bien qu'il y ait une analyse. Si l'analyse, elle est négative, enfin, le mec, il aime pas, mais il analyse, moi, ça m'intéresse, tu vois. Ok, tu restes dans le truc constructif. J'ai un autre message pour toi. C'est le message d'un fan, justement. On parlait des retours critiques. Et il a même une question. Pour toi. Bonjour, Kiss, c'est ça de l'art. D'ailleurs, je sors du cinéma, j'ai vu ton grand-oncle Aznavour sur la toile. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de dire Okis dans le film. Donc j'ai découvert que ça veut dire chéri, je crois, en arménien. Mais rien à voir, je te pose une question, parce qu'on m'a obligé à poser cette question. Quand tu as rencontré ton public, est-ce que ça t'a fait revoir ta musique? Est-ce qu'en voyant ton public, tu vois différemment ta musique? Voilà. C'est marrant comme question. Voilà, bise à Saïd déjà. La bise. Et on précise que Aznavour n'est pas vraiment ton grand-oncle. Vous êtes juste tous les deux arméniens. Justement, je te l'ai jamais dit. Ah mais si, non, je rigole. Ok. Non. Mais alors, il me semble qu'il y avait vite fait des liens de voisinage avec la famille. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Okay. Je pense que c'est des On écrira la légende. Ah ouais, c'est ça. C'est une bonne question. C'est-à-dire que moi, je me dis toujours que non, tu vois... que ma musique, je me pose toujours la question au moment qu'est-ce que je préfère moi, comme je disais, je fais de la musique pour moi, pas pour le public. Par contre, à travers mon public, le regard que ça donne sur ma musique, c'est toujours qui c'est qui m'écoute, où est-ce qu'on me reconnaît, etc. Et un des trucs qui me rassure, entre guillemets, c'est qu'on me reconnaît pas mal en manif sauvage, etc. Tu vois, presque plus. Tu vois, je pense que si je vais à un concert de Rookie ou tu sais des rappeurs vraiment next-gen où c'est pas trop le même public, je pense qu'on me reconnaît moins que en émeute. Oh. Et entre guillemets, j'aime bien l'idée que ça donne de mon public, où tu sais, c'est des jeunes gauchistes et tout. Genre, c'est sûr qu'il y a une sorte de... Enfin, il y a des trucs, moi je suis content des gens qui m'écoutent, les gens qui me croisent dans la rue, tout ça. J'ai l'impression que c'est des bons. Après, c'est pas que des bons, j'imagine. Mais c'est intéressant parce que t'es aussi préservé sur ce truc-là, parce qu'il y a pas mal de rappeurs qui se dédouanent aussi du public, parce qu'ils ont l'impression d'être suivis et d'être écoutés par des gens qui partagent pas du tout les mêmes valeurs. Je pense que c'est aussi la particularité de ta musique, c'est qu'elle est engagée, si je puis dire. En tout cas, tu donnes de la substance par rapport à tes opinions, par rapport à tes valeurs. Tu marques vraiment les frontières de ce que tu es et ce que tu penses des choses qui t'entourent. Et je pense que c'est ça la clé aussi. Donc ça m'étonne pas que les gens qui te reconnaissent, finalement, c'est des gens qui partagent ce truc-là. Ouais, c'est vrai que moi, je suis moins subtil que d'autres dans la manière dont j'amène mes idées. Après... Donc, comme je sais que tu le penses aussi, c'est-à-dire il y a plein de rappeurs qui sont très politiques sans avoir ce discours militant. Moi, j'ai un passé militant qui fait que je dois avoir un vocabulaire qui parle aux gens vraiment militants, tout ça. Mais je suis pas, entre guillemets, plus politique que d'autres, quoi. Mais après, le côté être écouté par des faves, parce que c'est de ça qu'on parle, tu vois, c'est un peu inévitable. Genre, même moi... Je me suis retrouvé, juste parce que j'avais fait la vanne dans le progrès de dire il faut que l'OL que la gauche revienne à l'Olympique Lyonnais, parce que je trouvais qu'il y avait un raisonnement très entrepreneurial, très capitaliste, tout ça. Mais c'était pour la vanne, quoi. Il y a un mec, drapeau bleu-blanc-rouge, qui dirait j'arrête de l'écouter sur Twitter, tu vois. Bon, c'est sûr qu'il y en a. Des gens qui me disent juste parce que je dis ceux qui veulent voter, moi je vous conseille de voter Nouveau Front Populaire. S'en fout de tes idées personnelles, reste dans la musique. Tu vois. Ouais, t'en as, mais après c'est une sélection naturelle aussi, tu vois. Ceux qui vont s'éloigner de ta musique parce que ça correspond pas à ce qu'ils ont envie d'entendre. Tant mieux. Après, franchement, moi c'est ma préoccupation première, c'est un peu les gens en général. Est-ce qu'ils ont un petit peu d'empathie? Est-ce qu'ils ont de la conscience, un peu de conscience politique pour pas se faire marcher dessus?
Moi, je préfère 1000 fois qu'il y ait des fachos qui m'écoutent que plutôt qu'il y ait des fachos qui prennent le pouvoir. Non. À choisir, tu préfères avoir des fachos fans de Kiss plutôt que des fachos qui votent. Ouais, franchement, c'est ça. Hein. J'ai là à dire, c'est tellement inévitable. Genre, moi, si je pouvais ne pas prendre leurs sous et pouvoir mettre des barrières, je le ferais, tu vois ce que je veux dire. Mais au final, ils sont un peu de partout. Ouais. Si c'est des jeunes faves de 12 ans qui tombent sur ma musique et qui deviennent de gauche, peut-être qu'au final, il valait mieux qu'ils écoutent, entre guillemets. Mais justement, sur ce sujet-là, est-ce que tu as l'impression que c'est une bonne chose quand même qu'il y ait de plus en plus de rappeurs qui prennent position? Et on le voit de plus en plus là dernièrement, parce qu'il y a eu des événements qui ont fait que on a appelé aussi les artistes à se mobiliser, le public a appelé ça. Est-ce que tu penses que c'est un bon move d'intégrer un peu de cet engagement, même si c'était pas naturel à la base? Ouais, pour moi, que ce soit les artistes, les sportifs, tout ça, il faut pas qu'ils s'en empêchent, quoi. C'est plus ça. Que leur parole soit plus valorisée que celle d'un autre. Je dirais que ça a pas trop de sens, mais bon, c'est un peu la loi des célébrités, j'ai envie de dire. C'est plus la résonance que ça va avoir, ouais. C'est un peu la loi de l'influence qui fait que bon, c'est dommage de pas utiliser. Mais après, le bon move, entre guillemets, ça donne un peu l'impression que je fais le move. C'est-à-dire c'est un move aussi, il y a une partie de communication, tu peux capitaliser là-dessus alors que tu t'en fous. Enfin, je dirais que l'obligation, faut pas que ce soit une obligation, faut que ça soit sincère, mais bien sûr que je trouve que c'est positif que les artistes donnent leur avis, parce que souvent c'est quand même le bon, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui donnent le mauvais. On espère que ça continue dans ce sens. Avant l'émission, je t'ai demandé, alors là on va passer des faf à complètement autre chose, tu vas voir, je t'ai demandé de choisir un moment pop culture qui t'a marqué, qui t'a influencé dans ton parcours, dans ton processus. J'ai un extrait et tu nous racontes après. Ouais. Du coup, c'est le moment un peu émotion. I can't remember the last time we were all together. Pourquoi cet extrait? Du coup, c'est l'épisode 1 de la saison 5 des Simpsons. Ouais, alors du coup, c'est plutôt le début de l'épisode. Ok. C'est-à-dire l'épisode, il commence par une scène où ils sont au vide-grenier. Et en fait, Bart, il sort un disque et il voit Homer qui a fait un disque et tout dans sa jeunesse. Il fait quoi? Et en fait, l'épisode, c'est Homer qui raconte comment il a eu un quatuor avec Mo, Apu et compagnie. Et en fait, cette scène, elle m'est grave restée en tête. Je la ressortais toujours pour expliquer aux gens mon rêve qui était de faire un disque. C'est ce que tu me disais tout à l'heure quand tu disais ok, je l'ai balancé pour que ça existe. Pour que ça existe. Ok. En gros, juste pour avoir cette possibilité-là, qu'un jour je tombe sur le truc, ça se trouve j'ai des gosses, des petits-enfants, je souffle dessus, je fais bah ouais, regardez, papy, il a fait un disque et tout, je vous jure et tout, avant j'étais rappeur. Et parce qu'il peut se passer plein de choses dans la vie, ça dure pas longtemps une vie d'artiste, entre guillemets. Enfin, ça peut durer 20 ans, mais c'est quand même super rare. Mm-hmm. Et en fait, il y a trop ce truc-là j'avais trop envie d'avoir une pierre quelque part dans l'histoire de la musique, et à la base, c'était juste dans un coin de Spotify. Maintenant, c'est devenu un disque. Et Rêve d'un rouilleur, pour le fait de l'avoir pressé en vinyle et en disque, de la même manière que OK, à l'époque, le fait de poser un bout de ma musique dans un coin de ce qui est la plus grande bibliothèque musicale possible, tu vois, Spotify. Ouais, cette scène-là, elle m'a toujours symbolisé, elle m'a toujours marqué. Ouais. Ce truc-là de pouvoir dire j'ai fait ça. Ça, c'est fou, c'est Homer Simpson qui a influencé ta carrière. Je m'y attendais pas, mais en même temps, tout est logique. Je pense que j'aurais eu l'idée peut-être de faire un disque quand même, mais c'est-à-dire que... Ouais, je comprends, pour avoir cette émotion de la transmission, c'est un truc qui meurt jamais, en fait. Ouais, je comprends, mais j'espère que tu finiras pas dans une usine nucléaire. Tu vois, dans 30 ans, tu te réveilleras et tu te diras putain, vous vous rappelez de Rêve d'un rouilleur. Sans aucune transition, parce que là, on va parler d'autres artistes. T'as une liste de feats qui est assez statutaire, je dirais. On parlait de Limsa Dolnet tout à l'heure, qui a un nom important. On parlait d'Éloquence. Samir Hamad aussi, qui fait partie de cette écurie, de cette école très exigeante du rap français et qui est un peu le chouchou des passionnés de rap et qui n'a pas, lui non plus, eu une extrême résonance en termes de chiffres, de vente, de notoriété, mais qui est un rappeur qui est
unanimement respecté pour ce qu'il fait. Et t'as eu un feat avec lui, justement. Tous ces anciens qui te valident et qui ont cette même spécificité d'être très exigeants dans leur rap, est-ce que ça te donne l'impression de faire partie d'une scène en particulier, de leur scène ou d'une scène à part entière? Ouais, question intéressante parce que c'est quand même ces artistes dont j'ai une forme d'héritage. Et Fendi, ça a été par exemple une inspiration sur Rêve d'un rouilleur. Ça fait partie des inspi, dans les inspi récentes, quoi. Ça me rappelle une fois où je me suis retrouvé sur une photo avec Joe Lucas et Eloquence et Samir Hamad. J'étais là, mais est-ce que j'appartiens justement à cette scène? Et je pense pas en vrai. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est générationnel en fait. Ok. Je pense que je fais partie d'une scène. Enfin, j'ai quand même mon âge et il se trouve que je me retrouve à faire pas mal de feats avec ces mecs-là. Ouais, t'es la génération après Ouais. Directement. T'as Mais en quel âge soi, aujourd'hui? 25? Mais en soi, ouais, j'ai 26. 26. Et ouais, c'est les rappeurs que j'écoutais quand j'étais au collège, c'est les rappeurs de leur génération. Je me vois pas de cette scène-là parce que il y a ce gap générationnel. Je pense qu'il y a quand même ce truc de la temporalité qui fait que vous partagez pas exactement la même scène. On fait la même chose. Tu vois ce que je veux dire? On fait la même chose, on fait partie sûrement de la même famille esthétique. Mais moi, je me vois pas dans une scène en particulier. Ouais. J'ai envie encore de me dire que je suis pas old school, entre guillemets. Ouais, parce que c'est souvent ce qu'on va te dire. On Ouais. va souvent mettre justement tous ces artistes que j'ai cités là dans la catégorie rap à l'ancienne, qui veut pas dire grand-chose, parce que dans le rap à l'ancienne, il y a aussi des trucs qui ressemblent pas du tout à ça. Mais moi, je parlerais plutôt d'une certaine exigence, certain respect de certains codes esthétiques, mais pas plus que ça. Et d'un autre côté, tu vois, t'es de la nouvelle génération, on parle pas mal de new gen, next gen, etc. J'arrive pas à te mettre dans cette catégorie non plus, tu vois, parce que justement, dans la new gen, j'ai l'impression qu'il y a une esthétique très digitale en commun, chose que t'as pas du tout. C'est clair, mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que moi, je suis dans une école du sample encore. Ouais. Des samples, parce que tu peux sampler et faire la musique digitale, tu vois, ça dépend à quel point tu le défonces, le sample. Mais sampler et rapper surtout. C'est ça qui va te donner un peu le truc boom bap, old school, machin. C'est quand c'est souvent pas trop chanté ou peu d'autotune, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est vrai, c'est mon école. Moi, tu vois, je préfère beaucoup rapper. Mais en fait, j'ai fait 3 EP. Enfin, j'ai fait 2 EP, un album. T'es encore j'ai 2 ans et demi de début, carrière. Ouais. Tu te fermes pas la porte de mettre des glitches, de faire des refrains autotunés. Peut-être que ça arrivera absolument un jour. Pas. Ouais, non, absolument pas. Après, moi, comme je disais, je travaille toujours en me disant qu'est-ce que je préfère écouter à l'instant. Ok. Et j'ai quand même beaucoup plus écouté, je vais pas mentir, des mecs qui rappaient plus, tout ça, machin. Mais en vrai, moi, je kifferais faire tu vois, inviter Osiris Jack sur un album et tout. Mon rêve. Ouais, mais tu vois, c'est des trucs, les gens ils se rendent pas compte, ils ont l'impression que j'écoute justement que Joe Lucas, tu vois. Mais c'est pas vrai. Ma prochaine question, c'est qui les artistes que t'écoutes aujourd'hui qui t'inspirent, ou même juste que t'écoutes en te disant putain, j'aurais aimé le faire. J'aurais aimé le faire, bah justement, c'est marrant parce que on va retomber sur lui, c'est un peu dommage, mais en même temps, félicitations à lui. C'est Samir Hamad, quand j'écoutais Fendi, je me disais, ah ouais, c'est vraiment des sonorités, c'est ça que j'aimerais bien faire, tu vois. Okay. C'est pour ça que c'est ce que j'ai voulu faire pour Rêve d'un rouilleur, tu vois. Et dans la nouvelle génération, peut-être, il y en a qui te... Tu sais, tout à l'heure, je parlais, en off, je t'ai évoqué Wheat, par exemple, son dernier album. Dans le genre, pas du tout comme je fais, moi j'ai surkiffé son album, tu vois. Wheat, rappeur du sud, de Toulouse, qui est dans la nébuleuse de Lélo, qui a sorti pas mal d'EP et qu'on attend de pied ferme. On attendait ce retour-là. Il a sorti un album il n'y a pas longtemps. Et ouais, il fait partie de ces artistes qui ont une vraie personnalité, qui arrivent à faire un truc un peu différent. Justement, moi, c'est plus dans cette catégorie-là que j'aimerais que tu sois classé, parce que dans ce rap à l'ancienne, j'ai l'impression qu'on fout un peu tout là dedans, quand ça rappe un peu au kilomètre, quand il n'y a plus de couplets, ou quand il n'y a pas de refrain, ou quand il y a... Tu vois, et c'est un peu dommage d'avoir ce truc-là, alors qu'au final, je pense que la new gen, pour moi, c'est plus
le fait d'avoir des artistes qui assument une direction un peu radicale. Ouais, et puis d'autant plus que les morceaux next-gen, entre guillemets, sont pas beaucoup plus structurés. Ça dépend, c'est pas, je dirais, des structures un peu classiques. Genre, un morceau de Werenoi, ça va être dur de pas trouver de refrain, machin. Mais les rappeurs next-gen, moi, quand je pense à rappeurs next-gen, je pense à plus des mecs, au final, qui vont avoir tendance à déstructurer leurs morceaux. T'auras pas forcément des refrains, tu vas avoir des trucs... C'est ça, c'est la liberté que ça peut ouais, offrir. Voilà. Et donc, en fait, ce qui va jouer, c'est l'esthétique des prods. C'est-à-dire que... est-ce que Jungle Jack est next-gen parce qu'il met de la trappe dans ses drums? Moi, je pense pas. Next-gen, pour moi, il y a quand même une affiliation un peu plus aux sonorités de la musique électronique aussi. Ouais. Il y a un côté vraiment plus libre aussi avec l'interprétation. C'est-à-dire que on va pas que rapper. Oui, on va oui. écrire comme des rappeurs, mais chanter. C'est vrai. Enfin... Next-gen, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. C'est aussi un petit problème en vrai, comme on parle de la musique en France, on a un peu du mal à mettre des mots sur des genres, mais c'est aussi dû à une hybridation des genres qui a eu lieu ces dernières années que je trouve hyper créative. Mais justement, moi, je dirais toujours quand même de faire attention à ça. Je le disais en intro, je suis toujours à la recherche du son de demain, mais le son de demain, c'est pas forcément quelque chose qui n'a jamais existé. Je pense qu'avec 40 ans d'historique de rap français, là, on a fait pas mal de choses, et le fait que le rap aujourd'hui s'auto-référence, c'est un peu inévitable. Et c'est plus c'est pas forcément dans l'esthétique qu'on va trouver quelque chose de nouveau, c'est plus dans le récit d'une époque, en fait. Et j'ai l'impression que t'es complètement dans un récit ultra actuel, ultra moderne, en fait. Donc finalement, tu peux utiliser des samples, tu peux avoir cette chaleur dans la façon, dans l'esthétique que tu vas apporter. C'est surtout ce que tu racontes qui va être important, j'ai l'impression. Ouais, et puis alors, si je peux rajouter aussi que... Bon, c'est un classique, mais je partage l'opinion comme quoi, esthétiquement, en France, on reproduit pas mal ce qui a été fait dans un premier temps aux États-Unis. Et il y a plein de rappeurs, entre guillemets. Il y a une scène mainstream, drumless, samplée, qui existe aux États-Unis. Donc, c'est des partis pris, c'est une forme de militantisme aussi, d'être dans le sample, dans des drums plus acoustiques, etc., dans des schémas assez simples et tout sur les morceaux. C'est un parti pris, c'est mon école, ça veut pas dire que ça en fait un truc old school. Ouais. Demain, ça sera peut-être le mainstream, et du coup, ça sera peut-être ça, la next-gen, entre guillemets. Si je prends des flows style le double sur des prods de Larry June, tu vois, est-ce que c'est next-gen ou est-ce que c'est old school, tu vois? Ouais, c'est vrai. Et pourtant, c'est possible. Hein. En fait, la question se pose pas vraiment. Je pense qu'à un moment, il y a eu une nouvelle génération qu'il fallait nommer, qui faisait plein de trucs différents, et on a appelé ça la next gen, parce que c'était les 2020 à peu près. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une explosion de plein d'artistes différents, et on n'a pas su bien la nommer, mais on est aussi là pour ça, pour parler justement de toutes ces références qui composent la nouvelle génération d'artistes à laquelle tu fais partie. Et on arrive bientôt à la fin. J'ai besoin que tu me décryptes des lyrics, mes lyrics préférés. J'en ai beaucoup, mais j'en ai sélectionné une parce que je trouve qu'elle raconte un petit peu quelque chose de toi. Je fais ça pour la feta, pas trop pour la culture. C'est sur le morceau Islam Slimani, dont on parlait tout à l'heure avec Lim Sadonné. Pourquoi ? Eh ben alors ça c'est marrant parce que j'ai mon pote et manager Jules, il me dit toujours que ça le fait trop rire parce que tous les rappeurs, quand tu parles de fromage, ils parlent de thunes. C'est vrai. Moi je parle de feta, genre vraiment premier degré. Tu parles de bouffe régulièrement. Je fais ça pour la feta, pas trop pour la culture, c'est-à-dire je fais ça pour le kiff. En fait, la feta, c'est ce que je mets dans tout, moi. C'est vraiment mon petit plaisir. C'est ton ingrédient ultime. Okay. C'est vraiment le truc que je fous de partout. C'est un peu original. Ouais, mais il y a le côté arménien, tu sais. Ah, ok. Peut-être ça. C'est ouais. En vrai, il y a pas mal de feta dans la cuisine arménienne. Et justement, le fait de pas le faire pour la culture, ça, c'est un peu, pour moi, un contre-pied aussi à ce qu'on attend d'un rappeur à l'ancienne, parce qu'un rappeur à l'ancienne, entre guillemets, on attend à ce qu'il défende des valeurs du hip-hop, etc. Et le pour la culture, c'est quelque chose qui est assez revendiqué aussi. J'ai l'impression que c'est un contre-pied à ça. Ouais, alors il y a aussi comment dire, moi je me sens porte-parole de rien, tu vois, vraiment. Ça, c'est super important pour moi. Cette culture, je la représente pas mieux que quiconque. Tu vois, les gens qui me disent « Ah, toi, tu fais du vrai rap par rapport à eux, machin, je sais pas. »
j'ai pas fait exprès, c'est juste que je préfère, tout ça. Je fais ça comme je disais, je fais de la musique pour moi avant tout, c'est parce que c'est très égoïste, quoi. C'est vraiment du plaisir que je prends à faire ça et du coup je le fais, tu vois. Et des fois au détriment d'autres choses, hein, tu vois. Y a peut-être certaines relations qui s'abîment parce que je préfère rester sur ma MPC ou faire mes maquettes, en vrai, tu vois, c'est pas... Mais bon, voilà, je fais ça pour mon plaisir, c'est égoïste, je fais ça, je vais pas faire genre, je fais ça pour la culture, pour la faire avancer, j'ai l'impression de rien inventer, comme esthétiquement ou quoi, que ça plaise à des gens, tu vois. Mais c'est con, mais il faut aussi que j'assume que j'ai pas grandi dans un château, tu vois, je suis pas vraiment le petit-fils d'Aznavour, mais je suis quand même je suis de la Croix-Rousse, etc. Peut-être il y a 15 ans j'aurais pas fait du rap, enfin tu vois, si j'avais 15 ans de plus entre guillemets, peut-être que j'en aurais pas fait. Je vois, enfin même sociologiquement je vois pas pourquoi je représenterais cette culture plus que quelqu'un d'autre. Faut quand même que je me remette entre guillemets à ma place. Moi, ma place de faire mon kiff, juste de kiffer, ça me va. C'est impeccable. On va terminer sur le morceau que tu préfères de ta discographie. On va se lancer ça maintenant. Dans le bail depuis la fenêtre, pas passé par la case départ. Moi je suis fier de mon 6-9 qui s'est braqué la caisse départ. J'étais à tout le monde, on casse les couilles avec notre ville de Banaveur. Promo depuis le caniveau, promis j'arrive. Frère Oulas vend tout, Crocaille vend tout, j'arrive en pôle, j'arrive en cran. Si j'arrive sur l'album Rêve d'un rouilleur, du coup sorti en 2023, novembre 2023, c'est ça. Pourquoi ce titre en particulier? Pourquoi c'est ton préféré? Pour moi, c'est... il est hors catégorie, je trouve mieux que les autres, genre de fait. Ok. Le texte, la prod, ça vient d'où? Tout simplement juste parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre son qui produit la même émotion à tout le monde, tout le temps, chaque fois que je leur fais écouter. Je me suis rendu compte dès que je l'ai écrit. Alors il a un statut particulier. En gros, comme je disais, je lui ai envoyé un son à Mani quand on a commencé à travailler, je lui ai envoyé mon meilleur texte, il a pris la voix de ma maquette, et on a fait une prod et c'est devenu la prod de J'arrive. Ok. Donc il m'a envoyé ça et là je me suis dit bon, je vais écrire dessus, tu vois. C'est bon, maintenant qu'il m'a validé. Et j'ai écrit ce morceau là, 2 semaines après sortie d'OK, en me rendant compte de ce qui se passait, que j'allais être épié entre guillemets par un public, que j'allais plus écrire que pour moi. Donc c'est une nuit complète de 21h à 11h du mat. Okay. J'ai écrit 8 minutes de texte. Tout ce qui me passait par la tête, c'était une explosion de ouf. Et le son, il faisait 3 fois la prod. Donc je lui ai demandé de me la rallonger. Et je l'ai fait tenir au final dans les 5 minutes. J'ai travaillé un mois un petit peu. Bon, c'est peut-être pas un mois à temps plein, tu connais, mais bon, j'ai pris le recul pour vraiment qu'il soit bien et tout. Je l'ai calé parce que j'avais jamais écrit de manière aussi décousue aussi, dans les flows. C'est un morceau où tu te livres énormément aussi et tu racontes. J'ai l'impression que tu vides ton sac aussi sur plein de choses. Ouais, c'est tout ce qui me passe par la tête. C'est aussi une manière de me forcer. C'est-à-dire que j'avais peur que justement, tu vois, ça revient à la question de Saïd. J'avais peur que le public, il me fasse le fait qu'il y ait un public qui aurait pu être moi, parce qu'en plus c'était le public de Mani aussi. Ouais. J'avais peur que ça me fasse arrêter de me confier, parce qu'avant j'avais cet aspect un peu journal intime vu que personne n'allait écouter mes textes, donc je m'en foutais. Donc là t'avais un peu la pression de te dire peut-être que je vais plus réussir. Je suis obligé. Maintenant que je leur ai dit ça, de toute façon je suis les 2 pieds dedans entre guillemets. Et il y a un peu ce truc là et après dès que j'ai commencé à montrer le texte, il y avait toujours 3-4 secondes de silence à la fin. Ouais, je te confirme ça fout une ambiance. De toute évidence, il n'y aura pas 2 sons comme ça parce que c'est le premier son que j'ai écrit sur une prod de Mani. C'est ma rencontre avec le public. Magnifique. Et c'est une très belle façon de conclure cette émission. Moi, personnellement, j'ai confectionné une playlist qui regroupe tes essentiels selon moi, tu iras voir, et tous les morceaux aussi dont on a parlé dans cette émission, que vous pourrez retrouver dès maintenant, au moment où vous écoutez ça, sur toutes les plateformes d'écoute. Et c'est ce que je ferai pour chaque épisode. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé ton processus avec moi. C'est quoi la suite là pour toi? Est-ce que tu peux dire quelque chose d'annoncer? Je sais pas. C'est parfaitement secret. Tu peux rien savoir, Sandra. Bon, surveillez le ciel, comme on dit. Surtout toi. Allez, très bien. Je vais faire comme si j'étais pas au courant. C'était Processus, le nouveau podcast musique de Combini, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Abonnez-vous, faites vos retours en commentaire et dites-nous qui on doit absolument inviter. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut. Salut. Processus.
Et ne partez pas tout de suite. Cet épisode de Processus est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous livre un nouvel épisode dans 2 semaines. Parce que Processus, c'est tous les 15 jours, un mardi sur 2. Abonnez-vous et mettez des cœurs en commentaire. Bye.